Chers investisseurs, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon plan d'investissement pour 2023. Je pense que lorsqu'on souhaite obtenir des résultats financiers, il est important d'avoir un bon plan d'attaque parce que le monde de l'investissement est rempli de distractions et que lorsqu'on n'a pas une stratégie très précise, on a vite fait de partir à droite, à gauche et de s'y perdre et finalement se retrouver un an plus tard à faire du surplace. Un bon plan, je pense que ça commence par un bon objectif. Donc déjà, c'est de définir qu'est-ce qu'on cherche à atteindre finalement à travers nos investissements. Pourquoi on fait ça? Quel est le but ultime? Moi, personnellement, je pense que mon but ultime, c'est d'atteindre ma liberté financière. Je le définis avec donc, des revenus finalement d'investissement qui seraient supérieurs à mes dépenses personnelles. Et vous voyez que je mesure justement mes dépenses personnelles et je sais qu'en moyenne, je dépense 5 847 € par mois en 2022. Et mon objectif serait donc, grâce à mes investissements, de gagner plus de 5 847 € par mois. Alors c'est assez simple puisque finalement il n'y a que deux manières de gagner de l'argent à travers les investissements. La première, ça va être d'acheter un actif et de le revendre plus cher. C'est la stratégie plus-value. Et l'autre manière, c'est d'acheter un actif, cette fois-ci de le garder et d'encaisser les revenus qu'il va vous générer. C'est la stratégie cash flow. Vous avez vu, je vous ai mis un petit versus entre les deux parce qu'on a souvent tendance à les opposer. Dans l'immobilier, on va par exemple vous dire, voilà, vous pouvez acheter un appartement à Paris. Évidemment, le loyer que vous allez toucher va être souvent très inférieur à la mensualité de crédit que vous allez devoir rembourser. Mais dans 20 ans, vous pourriez le revendre avec une jolie plus-value. Et au contraire, vous pouvez faire comme Axel présent ici, acheter un immeuble à Levroux. Et là, vous allez toucher beaucoup de loyer par rapport au prix que vous allez pouvoir acheter cet immeuble. Mais pour la revente dans 20 ans, ça peut être compliqué, notamment si la population de l'Indre continue de baisser. Évidemment, on a exactement le même cas en bourse. On va vous parler des actions à forte croissance. Donc voilà, Tesla, zéro dividende. Mais dans 20 ans, il est possible que ça soit une énorme boîte qui vous rapporte beaucoup d'argent. Ou alors, vous pouvez investir dans Total Energy, donc des actions à fort rendement. Vous allez tout de suite avoir un gros dividende. Par contre, est-ce que dans 20 ans, le business continuera de prospérer? On n'est pas sûr. On est sur des secteurs qui sont vieillissants, qui sont en perte de vitesse. Je pense que vous l'avez compris, il n'y a aucune de ces deux stratégies, moi, qui me semble intéressante. Je trouve que c'est un petit peu, vous savez, la peste ou le choléra. C'est-à-dire, à quoi bon gagner des revenus passifs si c'est pour qu'en même temps, à côté, son patrimoine se déprécie? Dans ce cas-là, autant prendre son argent et l'argent qu'on a mis de côté et se le reverser directement. Et j'ai pas non plus envie d'attendre 20 ans, 30 ans, être à la retraite pour commencer enfin à gagner de l'argent, sachant qu'en plus pendant 20 ou 30 ans, je serai comme ça à serrer les doigts en me disant j'espère que ça va prendre de la valeur, sinon j'aurai pas de retraite. Pour moi, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir les deux. En fait, c'est ça, ce double objectif que je me suis fixé, c'est de gagner de plus en plus de revenus passifs tout en voyant grandir mon patrimoine. Donc c'est un petit peu le beurre et l'argent du beurre, c'est de se dire je veux avoir le plaisir de recevoir comme ça des revenus régulièrement et en même temps la tranquillité de me dire que l'argent que j'ai mis de côté, elle continue de s'apprécier. Donc c'est vraiment pas l'un ou l'autre, on prend les deux en même temps. Dit comme ça peut sembler compliqué, mais je pense vraiment qu'avec la bonne stratégie, c'est quelque chose de complètement atteignable. Moi, ça fait 5 ans et demi du coup que j'investis en bourse et en tout, j'ai gagné 66 667 €, donc plus 20% par rapport à ma somme déposée. Et vous voyez que ces revenus sont provenus des deux côtés, donc je n'ai pas finalement gagné que des dividendes et du coup, j'ai perdu de la plus-value ou que de la plus-value, mais j'ai eu pas de dividendes. J'ai vraiment pu avoir les deux. 18 206 € en dividendes et 48 461 € de gains en plus-value. La plus-value, vous voyez qu'elle est plus importante, mais j'ai tendance à me méfier un peu de ces chiffres-là parce qu'ils font vraiment le zigzag. Vous voyez l'évolution par année. On a vraiment des années où on va perdre. Des fois, on va perdre pendant assez longtemps. Et puis des années d'énormes gains. Donc, c'est un peu les montagnes russes et c'est pas forcément facile. Et c'est pour ça que je dis souvent que je préfère me concentrer sur l'évolution des dividendes parce que c'est beaucoup plus stable en termes de croissance dans le temps. Et du coup, on est beaucoup plus tranquille, on peut se concentrer dessus et on sait que ça va augmenter chaque année, ça va récompenser nos efforts d'épargne. On sait que si on met plus d'argent, on va forcément toucher plus de dividendes. Et donc, ça peut motiver et derrière, la plus-value va être générée automatiquement sur le long terme. Mais vous l'avez compris, évidemment, mon but, c'est de faire monter ces deux-là, d'accord? C'est pas l'un ou l'autre, ça ne m'intéresse pas de gagner que des dividendes ou gagner que de la plus-value, je veux vraiment avoir les deux et je veux vraiment continuer comme ça. Je vous rappelle mon objectif, donc 5 847 € par mois. Actuellement, en 2022, j'ai touché 560 € par mois de dividendes, donc je serai en fait à 10% de l'objectif uniquement avec les dividendes. Et si je me dis, ok, je peux aussi finalement aller encaisser mes plus-values, ça me rajouterait 723 € par mois puisque du coup j'ai gagné 48 461 € de plus-value en 67 mois. Donc ça me rajoutait 723 € par mois si je décidais d'encaisser mes plus-values. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc au total, ça me ferait 1283 € par mois. Donc je serais environ à 22% de mon objectif. Donc c'est pas mal du tout. Je suis très content de ce progrès-là. Mais évidemment,
je ne vais pas me reposer sur mes lauriers et je vais chercher à continuer à améliorer les choses. Il y a 3 grosses améliorations justement que j'ai prévues là-dessus par rapport à ma stratégie d'investissement en bourse en 2023 et je voudrais vous en parler aujourd'hui. La première, c'est que j'ai décidé de n'avoir plus que 20 actions en portefeuille alors qu'avant j'en avais plutôt une quarantaine. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est le focus. Je pense qu'en n'ayant que 20 actions, je vais bien mieux les connaître, je vais bien mieux les choisir et elles permettront d'avoir des meilleures performances. Deuxième objectif justement, c'est de pouvoir battre le marché parce que plus on a un nombre d'actions important et plus c'est difficile de battre le marché puisqu'on est réparti finalement sur beaucoup d'entreprises différentes. Et quand on a un portefeuille de 70 actions, finalement on va avoir une performance similaire à un indice type S&P 500. Donc au contraire, on va essayer de se concentrer, vraiment sélectionner les meilleurs. Et évidemment, il faut toujours faire attention lorsqu'on se concentre à être suffisamment diversifié. Mais j'estime que 20 actions, voilà, ça fait environ 5% de mon patrimoine dans chaque entreprise. J'estime que c'est une diversification quand même assez intéressante. Et pour moi, c'est suffisant pour moi. Il y a peut-être des gens qui auront besoin de plus de diversification. Certains seront prêts à en accepter moins. Pour moi, je trouve que c'est un bon équilibre entre les deux. Deuxième amélioration, j'ai essayé d'acheter que des entreprises qui versent des dividendes. Alors qu'avant, dans l'ancien portefeuille Trident, j'avais aussi des entreprises qui ne versaient pas de dividendes. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, elle est évidente, c'est que j'aime, comme je l'ai dit, toucher des revenus passifs. Ça me fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qui est très agréable et qui me motive sur le long terme. Donc évidemment, ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est aussi que le dividende est un facteur de surperformance dans la sélection de vos actions. Sur les 48 dernières années, vous avez cette étude qui vous montre en fait que les actions, donc ils ont pris un groupe d'actions, toutes celles qui n'ont pas versé de dividendes cette période, en moyenne la performance a été de 4,79% par an, donc ça reste une performance positive, mais vous voyez que c'est pas incroyable par rapport aux groupes d'actions qui ont continuellement versé un dividende durant cette période de 48 ans. Ces actions-là ont généré une performance de 9,8% par an, donc c'est un peu plus intéressant. Quand on voit ça, on peut peut-être se dire, il y a quand même un paradoxe là-dedans, parce que souvent, de manière un peu intuitive, on se dit, mais attends, une entreprise qui gagne beaucoup d'argent et qui n'a rien à reverser aux actionnaires, finalement elle aura plus d'argent à investir en elle et donc derrière elle va pouvoir générer plus de croissance. Par rapport à justement une entreprise qui doit reverser une partie de ses profits aux actionnaires, du coup elle a moins d'argent pour se développer en interne et du coup elle devrait avoir une performance qui est moins importante. Or on vient de voir que ce n'est pas le cas. Pour moi il y a 2 explications. La première, elle est assez simple, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne versent pas un dividende, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles ne peuvent pas. Donc finalement, elles ne sont pas free cash flow positives, elles ne génèrent pas suffisamment de bénéfices pour en reverser chaque année aux actionnaires, elles ont des années en perte, donc elles sont incapables d'être constantes dans le versement d'un dividende. Je pense particulièrement aux États-Unis où le versement des dividendes, c'est vraiment chaque année ou même chaque trimestre, il faut que ça soit un montant, il faut que ça soit toujours le même, c'est très ancré dans la culture. Et il n'y a qu'en Europe où on se permet un petit peu de verser un dividende. Voilà, s'il y a eu des profits cette année, on vous en verse un, sinon on n'en verse pas un. Mais là, à nouveau, les actions qui ont superperformé, ce sont des actions qui, pendant 48 années, ont versé un dividende. Potentiellement, elles l'ont même augmenté. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que en se disant, ok, j'achète que des entreprises qui versent des dividendes, automatiquement, vous avez une sorte de exclusion de toutes les entreprises qui ne sont pas suffisamment profitables pour vous en verser un. Donc c'est plutôt, je trouve, assez malin de commencer avec ce critère-là parce que finalement, vous allez exclure toutes les entreprises qui, justement, n'ont pas cette profitabilité suffisante pour vous verser un dividende. La deuxième raison, elle est un peu plus subtile celle-ci, c'est ce que j'appelle l'innovation sous la contrainte. Ça, je ne l'ai pas validé, c'est pas validé forcément par des études, mais c'est une des théories que j'ai, c'est que je pense dans la vie que finalement, parfois, une contrainte peut être quelque chose de positif. Je pense que le management d'une entreprise qui verse un dividende, en fait, il est obligé de faire attention parce qu'il sait qu'il doit continuer de verser son dividende. S'il arrête de verser son dividende, les actionnaires vont dire alors c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, il y a des problèmes avec l'entreprise, il sait qu'ils vont perdre beaucoup. Donc là l'idée c'est vraiment de se dire ok, il faut qu'on soit suffisamment profitable pour pouvoir en verser un aux actionnaires et on va devoir ensuite être suffisamment intelligent avec les réinvestissements qu'on va faire avec l'argent qui nous reste. Donc c'est un petit peu l'innovation sur la contrainte. J'ai pas 100% de mon capital disponible, j'en ai que 50%. Et avec ces 50%, il faut que je fasse le mieux que je peux. Et je pense que du coup, le management se concentre vraiment sur les meilleures opportunités de réinvestissement. Et si on prend l'exemple inverse, une entreprise qui ne verse pas de dividendes, tout le profit est disponible, on peut en faire ce qu'on veut. Et là, c'est ce que j'ai noté, c'est open bar sur le CAPEX, c'est-à-dire qu'on peut y aller sur les idées d'investissement. Ah tiens, je viens de penser à une nouvelle idée d'ouvrir une boulangerie alors qu'à la base je fais de l'alcool, mais c'est pas grave, je vais investir là-dedans. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans les réinvestissements d'une boîte, on a souvent tendance à se dire tous les investissements se valent. En fait, non, il n'y a que quelques investissements bien spécifiques qui vont pouvoir rapporter beaucoup d'argent à l'entreprise. Et parfois, ça peut sembler étrange, mais d'avoir trop de capital, on peut faire beaucoup d'erreurs qui non seulement vont pas rapporter de l'argent, mais vont même nous en faire perdre. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, histoire que ça soit un peu plus concret, c'est ce qui s'est passé sur les GAFAM sur cette année 2022. Donc vous voyez qu'elles ont toutes bien chuté évidemment avec la hausse de l'inflation, mais on voit quand même que les deux
qui versent des dividendes, donc Apple et Microsoft, qui ont aussi plus d'ancienneté, ont moins chuté que les 3 autres qui ne versent pas de dividendes. Donc on est plutôt sur des moins 30% pour Apple et Microsoft, alors que les 3 autres sont à moins 40, moins 50, voire même moins 60%. Et je pense que cette chute s'explique en partie ou aurait pu peut-être être évitée si ces entreprises-là versaient un dividende. Pourquoi? Parce que quand on analyse un peu mieux ces différents business, on se rend compte qu'il y a eu vraiment de la part du management des erreurs d'allocation de capital. Donc le management a un certain capital alloué et quand on analyse un peu, on voit des erreurs. Donc par exemple Alphabet, moi je trouve ça énorme les stock options qui versent. Donc les stock options, ce sont finalement des options d'achat pour les employés et le management de l'entreprise qui vont pouvoir racheter l'entreprise. Et vous voyez que c'est quand même des stock options qui ont vraiment monté, finalement plus rapidement que le free cash flow de Google et on en est presque à 15 milliards de stock options. Donc évidemment, je trouve ça un peu excessif. En soi, les stock options ne sont pas forcément un problème. Et là, heureusement, Google continue de générer pas mal de free cash flow. Mais là, on est quand même sur des montants qui sont énormes. Pareil pour Amazon, vous voyez qu'il y a eu des tels investissements dans l'infrastructure que l'entreprise, ça fait 2 ans maintenant qu'elle est plus profitable, alors qu'elle avait 5-6 années de profitabilité. Donc finalement, ils sont allés un peu trop fort à mon avis sur les investissements. Et s'ils avaient eu le dividende, justement, ils auraient cherché à maintenir au minimum une certaine profitabilité et ils auraient peut-être supprimé quelques investissements, mais ils auraient sûrement supprimé, vous savez, les investissements peut-être les moins intéressants parmi tous ceux qui sont disponibles. Et enfin, on a Facebook, évidemment, avec M. Zuckerberg qui a décidé de renommer Facebook Metaverse et qui a dépensé énormément dans ce projet-là. Et vous voyez que le CAPEX, enfin pareil, les profits ont diminué de 58%, dû principalement à tous ces investissements qu'il a décidé de faire dans un business qui pour l'instant n'est pas rentable et qui ne le sera probablement que dans 10 ans. Donc, vous voyez un petit peu le souci finalement avec des entreprises qui ne versent pas de dividendes. À nouveau, attention, hein, je ne dis pas que ce sont des mauvaises entreprises et ces investissements s'avéreront peut-être rentables. Ce que je vais simplement dire, c'est qu'une entreprise qui verse des dividendes a généralement une croissance de ses profits beaucoup plus stable et investit de manière plus prudente ses capitaux. Si on regarde les deux contre-exemples, du coup Apple, ici on voit qu'on n'a pas du tout cet effet zigzag. On voit qu'au contraire, les profits ont continué de monter de manière très tranquille et on a exactement pareil sur Microsoft. Progression très sympathique. Donc vous l'avez compris, donc j'ai décidé de sélectionner que 20 actions et uniquement les actions qui versent des dividendes. Dernier critère qui m'a semblé important, c'est de sélectionner les actions d'une extrême qualité, alors qu'avant j'avais tendance aussi à accepter des actions de moins bonne qualité en me disant voilà, le prix est très intéressant. Qu'est-ce qui fait pour moi une action d'une excellente qualité? C'est 1, des finances parfaites, 2, un business parfait et 3, une valorisation qui est parfaite aussi. Alors on va commencer avec la finance parfaite. Qu'est-ce que c'est la finance parfaite? Pour moi, c'est une croissance profitable. Si vous voulez gagner de l'argent avec une action, il faut qu'elle ait une croissance profitable sur une longue période de temps. On mesure cette croissance profitable, 5 indicateurs pour moi qui sont essentiels et qui vont vraiment vous permettre de comprendre un petit peu si l'entreprise a cette croissance profitable et a des chiffres intéressants par rapport à ça. Ce sont ces 5-là. Donc on a le retour sur capital employé, on a les marges, la croissance des ventes, la croissance du free cash flow qui est donc les bénéfices et la croissance du dividende, ce que vous allez concrètement toucher en tant qu'actionnaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mesurer la moyenne des 500 plus grandes entreprises à dividendes sur chacun des critères. Donc là, par exemple, je vous ai pris le return sur capital employed, donc return on capital employed, et on voit que la moyenne des 500 actions à dividendes ont un retour de 11%. Donc c'est assez simple, à partir de ça, on connaît la moyenne et donc on va pouvoir facilement créer un barème. On va se dire toutes les entreprises qui obtiennent un retour sur investissement de moins 10%, ça va être rouge, elles vont avoir 0 point dans notre barème. Celles qui ont entre 10 et 15, elles sont finalement proches de la moyenne, donc on va leur donner 1 point. Et évidemment, celles qui vont nous intéresser, c'est celles qui vraiment battent la moyenne. Donc ici, on a un retour sur capital employé de plus 20%. Et vous l'avez compris, c'est vraiment ces entreprises-là qu'on va aller chercher. Je vous montre ici un autre exemple sur la croissance des bénéfices, donc le free cash flow. En moyenne, les 500 plus grandes entreprises à dividendes augmentent leur free cash flow de 6% par an. Donc si on a une entreprise, moins de 5%, c'est rouge, 5-8%, ça va être bleu, et plus de 8% de croissance, ça va être vert. On va comme ça additionner toutes les notes, puisque ce qui est bien aussi, c'est que je vais noter donc ces scores historiques de performance sur un fichier sheet qui nous a pris beaucoup de temps à créer, donc je suis assez fier. On va aller les chercher sur 1, 5 et 10 ans. Donc 1, 5 et 10 ans, ça nous permet de voir l'évolution aussi parce qu'une entreprise peut avoir une bonne croissance cette année, mais potentiellement, en fait, sur 10 ans, c'est pas terrible. Donc là, au moins, on a vraiment 1, 5, 10 ans. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une certaine surpondération sur les résultats plus récents. Puisqu'on a 1, 5 et 10 ans et on les met à la même valeur, ben, si l'entreprise a commencé à se dégrader, on va rapidement le voir sur sa notation. Donc ça, c'est les Big Five, donc les 5 que je vous ai parlé. Et je vais également rajouter 5 petits critères sur la solidité financière de l'entreprise. Donc là, c'est plus des ratios pour voir qu'elle n'est pas trop endettée, que son dividende est sécurisé, etc.
Et grâce à cette magie, on va pouvoir obtenir une note sur 20 de qualité. Donc en tout, ça va faire 40, on va diviser par 2 et on va obtenir une note sur 20. Donc j'ai passé les 500 plus grandes entreprises à dividendes des marchés américains sur ce barème-là. Et voici les résultats. On en a 198 qui obtiennent une note inférieure à 9 sur 20, donc qui obtiennent la note rouge. 164 qui obtiennent la note bleue, donc entre 9 et 13 sur 20. Et enfin, 138 seulement qui obtiennent une note vert. Donc ici, il y a une petite erreur, c'est pas 9 ou 13 sur 20, c'est plus de 13 sur 20. Donc vous voyez que finalement, la qualité se fait de plus en plus rare. Et évidemment, notre objectif, nous, ça va être de nous concentrer sur ces actions vertes, puisqu'on a une vraie corrélation entre la note de qualité qu'obtient l'entreprise et la performance qu'elle a générée. Vous voyez, c'est très intéressant. Les actions rouges, le groupe des actions rouges sur les 10 dernières années ont rapporté 3,7% de gains par an en plus-value et 3,2% en dividendes. Le groupe bleu, 10,7 et 1,6 en dividendes. Et enfin, le groupe vert, 14,8 et 1,1 en dividendes. Donc, je vous pose la question, quel est le groupe que vous préférez choisir ici parmi les trois ? Et oui, évidemment les verts, puisque vous voyez que la performance totale est supérieure et même si voilà, on a un peu moins de dividendes, on voit quand même que la performance totale est largement supérieure par rapport au rouge et donc il est plus intéressant d'aller sélectionner les actions vertes. On est à 15,9%, c'est aussi le seul groupe qui bat l'indice du S&P 500, l'indice du S&P 500 qui sur les 10 dernières années a rapporté 11,3% en plus-value et 1,3% en dividendes. Donc vous voyez qu'on a quand même une belle surperformance. Alors là on peut quand même se dire, c'est dommage d'avoir que 1,1% de rendement par an en dividendes, mais il faut bien aussi prendre en compte que la croissance du dividende va être beaucoup plus importante. Vous voyez que les actions rouges vont augmenter leur dividende chaque année de seulement 3,6%, les actions bleues de 9,8% et les actions vertes de 11,4%. Donc finalement, plus la qualité, la note de qualité est importante, plus vous allez avoir comme ça de la croissance par rapport à vos revenus passifs. Et il faut aussi parler de la sécurité du dividende. Vous voyez que plus l'action, plus la note est basse et plus la qualité n'est pas forcément incroyable. Il y a une étude du site SimpliSafe qui a montré que justement les actions rouges avaient 31% de chances de coupure pendant le Covid. Il y a 31% des actions qui avaient une note de qualité rouge qui ont coupé leurs dividendes, seulement 10% par rapport à celles qui avaient une note bleue et seulement 4% par rapport à celles qui avaient une note verte. Donc finalement, en achetant les actions vertes, on a plus de croissance et aussi on a une meilleure sécurité. On est plus serein en se disant c'est sûr que mon dividende ne sera pas coupé. Bon, l'erreur classique de la personne qui démarre avec les investissements en dividendes, on l'a tous fait, c'est de trop se concentrer sur le rendement de dividendes. Parce qu'on le voit, on se dit « Waouh, c'est génial, 3,2%, on a un petit peu les étoiles dans les yeux et on oublie un petit peu tout le reste de ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'on oublie que finalement, on a au début un bon rendement, mais la croissance de ce rendement va être faible. On va avoir beaucoup plus de chances de coupure et on va avoir une performance finalement totale en prenant en compte la plus-value qui va être pas forcément très intéressante. Et cette erreur, on le retrouve dans les ETF à dividendes. Vous voyez que parmi les 6 plus grands ETF à dividendes, on en a quand même 4 sur 6 qui sont des high yield, c'est-à-dire on va chercher les entreprises tout simplement qui ont les plus gros rendements. On vient de le voir, c'est une terrible erreur parce que typiquement celles qui ont le plus gros rendement sont souvent celles qui ont la moins bonne qualité. Il va toujours y avoir des exceptions, mais ici avec un ETF, vous allez vraiment attraper finalement un groupe rouge en termes de qualité. Et on l'a vu, cela va vraiment poser des soucis en termes de performance par la suite. On en a 2 sur 6 d'ETF qui sont des dividendes aristocrates. Donc là, c'est un petit peu mieux. Les dividendes aristocrates, c'est tout simplement des entreprises qui ont augmenté pendant 25 années d'affilée leurs dividendes. Donc c'est un critère intéressant, mais je trouve que c'est pas suffisant. C'est-à-dire on peut pas construire... c'est comme si je vous disais un seul critère et vous construisez tout votre portefeuille à partir de celui-ci. Moi, je trouve que c'est un critère un petit peu trop simple et on le voit concrètement. En fait, le problème avec les dividendes aristocrates, c'est qu'on a des entreprises qui versent leurs dividendes, vous voyez, depuis quand même un bon moment, 60, 50, 40 ans. Mais en fait, la croissance, si on regarde sur les 5 dernières années, est extrêmement faible. On a du 1%, 2%, voilà, 3%. Et le problème avec ces entreprises-là, c'est que évidemment, on va avoir un rendement potentiellement intéressant au début, mais très très peu de croissance. Si on fait la moyenne avec les dividendes aristocrates, on a donc 7,2% de croissance annuelle des dividendes en prenant tous les dividendes aristocrates, alors que nos actions vertes ont, elles, 11,4%. Donc à nouveau, on les bat, on a à peu près la même sécurité en termes de dividendes. Et à nouveau, si on calcule la performance historique sur les 10 dernières années, on voit que grâce aux actions vertes, on peut vraiment surperformer aussi les dividendes aristocrates. On va gagner un peu moins de dividendes, mais au final, on va gagner beaucoup plus en termes de plus-value. Voilà. Et vous pouvez donc retrouver ces fameuses 138 actions vertes qui sont très bien notées et qui sont très intéressantes et sur lesquelles, si vous décidez de faire des analyses, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur celles-ci puisque ce sont celles qui ont vraiment les meilleures finances sur le fichier donc Sélection Trident.
Donc là, on a fait notre première étape, on allait sélectionner vraiment des entreprises qui avaient des finances parfaites. Deuxième étape, ça va être d'aller sélectionner des entreprises qui ont un business parfait. Donc cette fois-ci, on va aller faire des recherches un peu plus poussées et on va essayer de se dire, parmi ces entreprises qui ont déjà des finances excellentes, lesquelles ont les business les plus prédictibles, lesquelles seront finalement à même de reproduire ce niveau de succès qu'elles viennent d'avoir sur les 10 dernières années. Et pour ça, il va falloir trouver des entreprises avec lesquelles on se sent un peu à l'aise, où on comprend un peu le business et on se dit, ok, dans 10 ans, je pense qu'il y a de fortes chances que ça réussisse. Ce n'était pas un coup de chance. L'entreprise a vraiment des avantages compétitifs et elle devrait pouvoir reproduire ces résultats-là. Donc là, j'analyse énormément de choses par rapport à l'entreprise. Vous avez dû voir peut-être certaines vidéos de sélection Trident. On va commencer avec le produit que vend l'entreprise. Est-ce que c'est un produit qui est essentiel? Est-ce que c'est un produit qui est régulier? C'est-à-dire il y a des ventes régulières de ce produit-là. Est-ce qu'il se vend à un prix bas? Est-ce qu'il y a une large base de consommateurs? Est-ce qu'il va résister à différents changements technologiques? On va ensuite avoir le positionnement de l'entreprise. Est-ce que cette entreprise est leader de son industrie? Est-ce qu'il y a des bons avis sur ce produit? Est-ce qu'il est unique? Est-ce qu'elle peut effectuer du pricing power, c'est-à-dire augmenter ses prix sans pour autant diminuer sa demande? Et enfin, est-ce qu'il y a des douves qui la protègent et qui l'assurent que finalement personne ne va pouvoir trop manger dans son assiette? Et enfin, on va regarder le management. Voilà. Est-ce que c'est un business qui est quand même simple à opérer? Est-ce que le management est honnête? Est-ce qu'il est concentré sur l'amélioration du produit? Est-ce qu'il a des idées pour la croissance? Et enfin, est-ce qu'il n'utilise pas trop de dettes? Vous voyez, c'est une analyse très poussée. J'ai pas eu le temps de le faire évidemment sur les 138 entreprises parce que là, on parle de au moins 5, 6 heures, 7 heures de recherche juste pour commencer à avoir une espèce de checklist et vérifier que tous ces critères-là sont respectés. Parce qu'évidemment, quand on voit juste le ticker de l'entreprise, on ne le sait pas. Mais au moins, ce qui est bien avec le système qu'on a vu avant par rapport aux finances, c'est qu'on se concentre sur ces 138 actions-là plutôt que commencer avec 1000 entreprises à analyser. J'ai pas encore terminé tout à fait ce process-là, mais j'estime qu'il n'y aura que 50 entreprises qui termineront en me disant « Ok, non seulement elles ont des finances parfaites, mais le business model pour moi est aussi parfait, je comprends très bien et donc je serai confiant pour les acheter. » Je vous ai noté juste en dessous 90% de chances de succès, c'est ce que je vise. C'est ce que j'appelais avant les actions 3 étoiles, c'est-à-dire je me dis voilà, si j'achète cette entreprise, je vois aucun inconvénient majeur sur les 10 prochaines années à ce qu'elle continue de se développer et donc j'estime 90% de chances. Et vu que je vais acheter que 20 entreprises, évidemment, je veux que les 20 aient ces 90% de chances de succès. On a fait les finances, on a fait le business, il ne nous reste plus que la valorisation. Et pour moi, vraiment ici, on a fait le plus dur. On allait trouver finalement des diamants bruts, donc d'une qualité vraiment excellente, des entreprises qui ont à la fois des bons chiffres et à la fois un bon business model. Et là, la seule chose qui nous reste à faire, c'est finalement trouver celles qui se vendent à un prix pas trop délirant. Souvent, la qualité se sait quand même dans les marchés et donc il va falloir payer plus cher. C'est comme dans tout dans la vie, quand vous voulez un produit de meilleure qualité, généralement, il faut le payer plus cher. Mais sur le long terme, vous savez que ce produit-là va être plus durable et va être meilleur finalement sur le long terme. Donc là, on va juste aller chercher les entreprises qui ne sont pas non plus trop chères, qui se vendent à un prix intéressant. Je vous dis que c'est un critère pas facultatif, mais qu'on doit faire dans un second temps, et c'est très important de le faire dans un second temps. Vous avez cette étude qui vous montre les PER que vous auriez pu payer sur certaines entreprises en 1973 et quand même battre le marché sur le long terme. Et un PER, si vous n'êtes pas habitué, généralement les PER des entreprises c'est 15, 20, 30 maximum. Allez, on a peut-être un Tesla qui est aujourd'hui à 70 ou 80, mais voilà, c'est assez rare. Et vous voyez que finalement vous auriez pu acheter en 1973 L'Oréal à un PER de 281, c'est pas le prix auquel elle se vendait en 1973, mais vous auriez pu payer aussi cher pour ces actions-là et quand même battre le marché sur le long terme. Donc ça montre bien que finalement, c'est pas le plus important, c'est pas de faire des bonnes affaires, c'est de trouver des entreprises de qualité et dans ces entreprises d'excellente qualité, aller prendre celles qui se vendent à des prix corrects. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur finalement de payer pour de la qualité parce qu'on voit clairement que sur le long terme, voilà, même vous auriez pu payer un PER de 72 pour Pernod Ricard, de 70 pour Kellogg's et quand même avoir de très bons résultats sur le long terme. Donc à nouveau, la qualité avant tout, c'est 80% de travail et on termine avec la valorisation. Là-dessus, j'ai un process assez complexe que je ne vais pas pouvoir vous détailler ici, mais en gros, je vais aller chercher un score de free cash flow et de dividendes par rapport à l'entreprise. Donc, quel est son rendement actuel et quelle est sa croissance estimée. À partir de cette croissance estimée, je vais pouvoir aller calculer un PER juste. Donc moi, c'est un price to free cash flow puisque je ne me base pas sur les earnings mais sur le free cash flow. Et grâce à ce PFC juste, on va pouvoir calculer un rendement en plus-value et en dividende. Et il ne nous restera plus qu'à regarder un petit peu l'avis des analystes sur le prix idéal de cette action, le comparer au prix que nous on tombe avec notre PFC juste et calculer du coup en pourcentage de réduction pour obtenir ce fameux score de valorisation. Et histoire que ça soit équilibré, on va additionner ce score de valorisation au score de business et au score de finance
pour enfin obtenir le fameux Trident Score. Donc voilà, le score qui prend tout en compte. Comme ça, il n'y a plus qu'un seul score à regarder pour savoir si ces entreprises sont intéressantes. Donc celles que je vous mettrai dans le fichier Watch, ce sont toutes des entreprises qui ont un petit peu passé ces critères que je trouve très intéressantes. Ça ne veut pas encore dire que je vais les acheter. J'achète donc celles qui sont soulignées, uniquement celles qui sont soulignées. Donc j'ai vraiment analysé le business et j'ai validé, elles rentrent dans sélection Trident. Mais grâce à ce Trident Score, vous voyez qu'on a tout de suite un aperçu si la valorisation de ces entreprises est intéressante ou pas. Et mon objectif, ça va vraiment être d'avoir un Trident Score qui est supérieur à celui du S&P 500. Donc finalement, si l'entreprise a un score inférieur au S&P 500, je ne vais pas forcément la privilégier et je vais vraiment aller privilégier les entreprises qui ont des meilleurs scores puisqu'on a une meilleure qualité que le S&P 500 et on a en plus de ça un prix qui est aussi très intéressant. Donc voilà, on a tout fait, on a fait la finance, le business et la valorisation. Vous voyez que grâce à ce processus, on est passé finalement d'un truc énorme de 500 entreprises à dividendes à plus que 138, donc le top 28% par rapport aux meilleures finances. On a ensuite pris finalement le top 10%, donc les 50 entreprises qui avaient le meilleur business model. Et enfin, grâce à la valorisation, on est arrivé à le reçu final, finalement les 20 dernières entreprises de top 4%. Et ce sont vraiment celles-ci qu'on va acheter et uniquement celles-ci. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Là, on peut partir à la plage et prendre un cocktail, se détendre, puisqu'on a fait le plus gros du travail, on a sélectionné vos 20 actions. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de ne rien faire, justement, c'est-à-dire attendre. Et c'est parfois le plus dur, de ne pas vouloir trop trafiquer des choses. Il y a une étude qui a montré que les meilleures performances de certains particuliers, c'était sur des comptes de personnes décédées. Donc, c'est un peu la preuve que finalement, plus on cherche à faire des choses des fois, et plus on risque de diminuer sa performance. Il y a quelqu'un qui disait c'est comme le savon, alors plus on passe le savon, moins il y en a. Et c'est un peu pareil sur votre portefeuille. Donc faites attention, une fois que vous avez fait ce travail vraiment poussé de sélection d'actions, une fois que vous avez sélectionné les bonnes actions, attendez, parce que l'action va sûrement bouger, c'est possible que vous l'achetiez pendant un an, elle baisse, mais l'année prochaine elle va remonter, etc. Donc évidemment, suivez quand même, et moi c'est aussi le travail que je fais avec vous, de suivre le business, l'évolution, voir que tout se passe bien, il faut quand même suivre ça, mais de manière générale, il va falloir être patient et ne pas trop regarder le prix de l'action au jour le jour, et plutôt se dire, ok, je achète mon action et dans 10 ans, on va voir ce que ça va donner et logiquement, ça devrait donner de très bons résultats. Avant, j'étais un peu extrémiste là-dessus, j'avais carrément une politique de me dire je vends jamais. Jamais, quoi qu'il arrive, il n'y a aucune raison de vendre, j'ai sélectionné la bonne action, comme ça c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Aujourd'hui, j'ai un petit peu changé un petit peu l'approche, je me dis, j'ai une approche un peu plus buffettienne là-dessus, je me dis ok, je vais vendre très rarement. Il n'y a que quelques cas très spécifiques où je vais vendre et le reste du temps, je vais essayer de ne pas vendre. En fait, je vais vendre seulement dans deux cas très précis. La première, c'est une méga détérioration des fondamentaux. Donc ça peut arriver. On se trompe, on se dit ah cette entreprise elle est nickel et puis il se passe un truc qui disrupte complètement son business model. Donc à nouveau, toutes les recherches qu'on a fait, c'est pour éviter ce cas-là, mais ça peut arriver. À nouveau, 90% de chance, c'est pas 100%. Donc il peut y avoir certaines entreprises où on se dit ok, c'est plus en train de bien fonctionner et du coup je vais décider de vendre. Et c'est pas vendre pour sortir l'argent évidemment, c'est pour échanger pour une action qui a une meilleure qualité. Et justement, la deuxième raison de vendre, ça s'appelle le coût d'opportunité. C'est je me dis ok, j'ai une action qui est pas mal, mais il y a cette action que j'ai pas et qui est vraiment mieux que celle-ci. Donc là, je peux me dire ok, je vais vendre et je vais échanger finalement cette action que je trouve finalement moins intéressante que ce que j'aurais pensé au début pour une action qui est encore plus intéressante. Mais globalement, je vais essayer de limiter, on va vraiment essayer de limiter au maximum ces ventes-là, ces échanges-là, puisque ça va générer déjà de l'imposition, il ne faut pas oublier, 30% d'impôts à payer sur les plus-values qu'on va générer. Et donc, je me suis fixé comme objectif 2 échanges, c'est-à-dire 2 ventes maximum de positions par an, ce qui fait que sur un portefeuille de 20 actions, ça ferait 2 actions maximum, donc environ 10% de turnover, c'est très peu. Voilà pour les 3 améliorations de 2023. Vous voyez que malgré un petit peu tous ces changements et ces petites idées que j'ai décidé d'améliorer, vous voyez que globalement on a gardé les 3 règles d'or de la méthode Trident qui sont acheter des actions de qualité, les acheter à un prix juste et les conserver sur le long terme. Et par rapport à toute cette nouveauté et toutes ces améliorations que j'ai décidé de faire, j'ai essayé de me lancer un défi concret pour que je puisse voilà, être un petit peu tenu pour compte de toutes ces améliorations-là, parce qu'évidemment c'est bien beau d'avoir des améliorations, mais ensuite il faut qu'elles fournissent des résultats. Et le défi que je me suis fixé, c'est de battre justement le S&P 500 avec ce nouveau portefeuille Trident 2.0 sur les 5 prochaines années, donc du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2028. On va bien mesurer tout ça et on va voir si justement tous ces critères de performance, tout ce processus qu'on a mis en place va nous permettre de battre ou pas le marché.
Je suis assez confiant là-dessus puisque vous voyez que même sur les actions, sur 300 000 $, d'actions investies, j'ai eu une surperformance par rapport au S&P 500 aussi bien en plus-value qu'en dividende pour l'instant, donc c'est plutôt bon signe. Et donc ça c'était un peu mes calculs à moi et je vois aussi que sur Interactive Broker, j'ai cette confirmation avec, vous voyez, une surperformance par rapport au S&P 500 sur les 2 dernières années ici. Donc c'est plutôt bon signe et je me dis faut juste continuer comme ça. Faut juste continuer comme ça et ça devrait très bien se passer. En résumé, le plan d'investissement pour 2023. Premier objectif, je l'ai dit, atteindre ma liberté financière, donc d'avoir des revenus d'investissement qui soient supérieurs à mes dépenses. Du coup, je veux, pour cette liberté financière, avoir une augmentation aussi bien sur mes revenus que mes patrimoines. Donc voilà, gagner de plus en plus de revenus passifs tout en construisant le patrimoine. Et pour ça, je pense que l'idéal, c'est sélectionner des actions Trident, des actions qui ont de la qualité, qui sont à une valeur intéressante et qu'on va pouvoir garder sur le long terme pour atteindre cet objectif. Voilà. Maintenant, le but, c'est juste de mettre en place cette stratégie, de continuer de l'améliorer et tout le succès devrait être à notre rencontre. Merci à vous.